Nicolas Caro que nous retrouvons chaque dimanche sur Europe 1 pour La Voix et Livre de 18h à 19h. Nicolas Caro, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Pourquoi je vous ai demandé de venir ce matin? Parce que c'était la première liste cette semaine du prix Goncourt, qui est le grand événement littéraire de la saison. Généralement, c'est le premier lundi de novembre. Ce sera le 4 novembre cette année. Et la première liste est tombée, donc c'est une quinzaine de livres généralement. Et je me suis dit que vous pouviez peut-être nous donner d'abord vos coups de cœur et pourquoi pas des conseils. Oui, alors déjà, on ne mesure pas à quel point le Goncourt c'est important, c'est une spécificité française, ça n'existe que dans très peu de pays, cette rentrée littéraire incroyable, où les médias se concentrent tout à coup sur la littérature, j'exagère, mais où on en parle beaucoup plus que dans beaucoup d'autres pays, et effectivement, ça crée ce Goncourt, un engouement, donc tout le monde se met sur les rangs fin août, et puis après le Goncourt, il y a eu des prix qui se sont déclinés tout autour du Goncourt depuis une centaine d'années, il y a eu le prix Renaudot, le prix Femina, le prix des Deux Magots, le prix de Flore, etc. Et il y a un peu une hiérarchie des prix et tout ça. Et il faut être un peu dans les listes si on veut sortir de la rentrée littéraire, parce qu'il y a quand même 459 romans qui sortent. Et il y en a 200 de moins que les autres années. Oui. Il y en avait 660. Heureusement, on a un peu réduit la voilure, mais enfin, on reste autour de 450 à chaque fois. En janvier, il y en aura 500 de plus. Et c'est très, très compliqué pour un écrivain de voir son livre passer complètement inaperçu pendant que les autres triomphent. Ça n'a sans doute jamais, enfin, pas toujours de lien avec le talent. Donc c'est assez injuste. Et le Goncourt, ça met le focus, et le Renaudot aussi, sur une trentaine de bouquins. Bon, même s'il y a des doublons, Par exemple, là, il y a, j'adore, il y a Philippe Jaénada, qui est à la fois dans le Goncourt et le Renaudot. Philippe Jaénada, vous savez, c'est l'inspecteur Gadget. C'est un écrivain hyper drôle, mais qui enquête sur des faits divers tragiques. Alors il prend ça tout à fait au sérieux. Il va dans les archives, il interroge éventuellement des témoins, il va sur place, etc. C'est très très sérieux, très respectueux des victimes quand il y en a des faits divers, mais en même temps, il nous décrit son enquête et comment il loue une voiture et comment il arrête de fumer, et dans ces parties-là, c'est hilarant. Donc ça crée une sorte de contraste génial. À chaque fois, il peut pas s'empêcher. Il fait 500 ou 600 pages. Là, il s'est un peu freiné, il fait que 480 pages, et il nous raconte le Saint-Germain-des-Prés du début des années 50, parce qu'il est tombé sur un livre de photos d'un mec un peu clodo, un photographe hollandais qui, à l'époque, prenait des photos dans le bistrot de chez Moineau, qu'on retrouve, qui est mentionné par Modiano de temps en temps aussi. Et donc, il a cette photo en noir et blanc où on voit des jeunes très nassés, des jeunes de 18-20 ans, et ce sont des destins brisés qui traînent là parce que les bistrotiers de chez Moineau les laissent traîner là toute la journée, y compris la nuit parfois. Ils dorment là, ils mangent là, ils font rien de particulier. Ils ont vécu la guerre, ils avaient 9-10 ans, et parmi eux, il y a une fille qu'on surnomme Kaki, qui a 20 ans, qui a été pendant 2 semaines mannequin Dior, vous voyez un peu, très très jolie fille, très solaire, c'est un peu la mascotte du quartier. Je parle de Saint-Germain-des-Prés des années 50, c'est-à-dire que c'est le gouffre de Paris, c'est vraiment pas cher du tout, c'est pas du tout le Saint-Germain chic d'aujourd'hui. Et en fait, un jour, elle s'est défenestrée de la chambre de son hôtel, elle était avec son petit copain qui était un ancien GI américain, et Jaénada veut comprendre pourquoi. Et ce faisant, il nous raconte sous cette époque-là. Bon, donc ça, c'est votre coup de cœur. Ça, c'est mon coup de cœur. Le titre. C'est La désinvolture est une bien belle chose. C'est chez Miel et Barreau, Philippe Jaénada. Bon. Il y a des surprises et des choses très bien aussi dans ce Goncourt et ce Renaudot. Il y a par exemple Olivier Norek. Olivier Norek qu'on connaît bien. Voilà, parce qu'il fait du polar super. Il y a eu Surface, il y a eu Dans les brumes de Capellan. Il y a Entre deux mondes. Enfin, il fait partie de ces polars 2 qui se classe en tête des ventes comme Bernard Minier et tout ça. Et sauf que là, Olivier Norek, je le connais un peu, c'est un type qui a de l'audace. Il s'est dit, moi je veux plus paraître au printemps et tout ça, je veux me mettre sur les rangs comme tout le monde, comme les autres écrivains, sur les rangs de la littérature blanche, c'est-à-dire la littérature goncourable. Et il s'est mis dessus, et voilà, il est sélectionné pour le Renaudot et pour le Goncourt. Et alors c'est pas tout à fait un polar, ça s'appelle Les Guerriers de l'hiver chez Michel Lafon. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire tellement plus. Ça se passe en Finlande, c'est la guerre. Voilà, c'est beaucoup. Vous lisez d'ailleurs, un journaliste littéraire lit combien de livres par jour? Moi, j'ai une chronique tous les matins, plus l'émission. Ça me fait 3 romans à lire, parce que le jeudi, je fais du poche, et le vendredi, je fais un classique. Par jour? Non, 3 par semaine. Ah, 3 par semaine. Ah oui, non. Physiquement, c'est impossible, 3 par jour. Je vous le dis tout de suite. Moi, je fais du 90 pages à l'heure.
Donc vous faites le calcul. Ce qui est énorme. Plus l'écriture de la chronique, à l'heure, plus les moi, interviews. Je fais du 40 pages à Oui, l'heure. mais vous avez la chance de lire très tranquillement, quoi, quand vous rentrez chez vous. C'est bien aussi. Mais 90 pages à l'heure, vous vous rendez compte, c'est vraiment de la lecture rapide. Plus qu'on parle de vitesse, j'ai aussi un autre chouchou qui s'appelle Philibert Hume, roman de gare, c'est aux éditions des Équateurs. Il avait fait Roman Fleuve il y a 2 ans, qui avait été salué par le prix Interallié, qui s'est très bien vendu. Il nous racontait son périple, c'est des histoires vraies à chaque fois. Il avait acheté un vieux canoë avec 2 copains et ils avaient descendu la Seine jusqu'au Havre et il nous racontait son périple. C'était génial et très très drôle. Et là, il continue avec Roman de gare. Cette fois, il a décidé de devenir un hobo. Vous savez, les vagabonds du rail. On saute dans un train de marchandises, c'est complètement illégal. On risque 6 mois de prison, 3 000 € d'amende. Mais lui, il l'a fait quand même. Et après, il nous raconte ça. Et c'est très 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 drôle. Et mine de rien, on voyage avec lui. On découvre des endroits parce que les gares de triage, c'est rarement en centre-ville, quoi. On arrive dans la Pampa au milieu de nulle part. Il part de Villeneuve-Saint-Georges. Il descend d'abord. Il arrive sans savoir où il va arriver d'ailleurs. Il arrive du côté de Rion, dans le Puy-de-Dôme, un petit peu au nord de Clermont-Ferrand, comme ça. Puis ensuite, il va partir du côté de Lyon, mais pas du tout à Lyon. Je veux dire à 40 km, quoi, au milieu de nulle part. Donc il découvre des campagnes, des bistrots et tout ça. Ensuite, il repart à une gare de triage. Faut passer sous le grillage. Il est avec un copain. C'est hilarant, c'est génial. Roman de gare. Eh bien, on va marquer une pause et puis vous allez continuer de nous donner vos coups de cœur et vos conseils. Il est 11h57. On marque une pause. Ce sera le flash d'Émilie Dez. Nicolas, merci, chef. encore 2 ou 3 coups de cœur. D'abord, est-ce qu'il y a des grands noms? Quand je parle de grands noms, c'est Houellebecq, c'est Modiano, c'est d'autres sans doute. Il n'y en a pas parce que, par exemple, Houellebecq a déjà eu le Goncourt, Modiano a eu le prix Nobel, et donc il ne s'aligne pas en septembre avec cette compétition et la course au prix, parce qu'on ne va pas s'occuper d'eux, on va s'occuper de ceux qui sont sur les listes. Donc, et ils n'y seront pas, et donc ils sortent en janvier, ceux-là, en général. Ah, d'accord, voilà. Effectivement. Bon, donc là, c'est une... Et Emmanuel Carrère, par exemple, que j'aime beaucoup. Emmanuel Carrère revient de temps en temps, rentrée de septembre, effectivement. Il n'a jamais eu le concours, Emmanuel Carrère. Non. C'est quand même étonnant. Je trouve que c'est un des écrivains que je suis et que je préfère depuis tant d'années. Immense, mais vous savez, le concours, c'est pas de la justice. Hein. Parfois, c'est injuste. Parfois, il y a des effets de contexte parce qu'il y a tel écrivain qui rencontre plus son époque Giraud, à ce moment-là. Notamment. Il ne m'avait pas bouleversé son roman il y a 2 ans. Il y a des équipes qui se créent dans les jurys. Donc parfois, il y a une équipe qui en défend un, une autre qui en défend un autre, et on se met d'accord sur un troisième qui est un compromis qui ne satisfait personne. Ça arrive aussi. Il y a tout. Bon. Et parfois, on a des belles surprises. Et là, par exemple, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Kern, qui a eu le Goncourt du premier roman déjà pour son précédent livre qui s'appelait Les Envolés. Et là, il revient avec La vie meilleure. Il est à la fois sur la liste du Goncourt et du Renaudot, lui aussi. Étienne Kern, qui nous raconte la vie d'Émile Coué, à l'origine de la méthode Coué. C'est quand même une idée géniale. Pharmacien, Coué, absolument. Et qui a créé son truc, là, comme ça, comment on appelle ça, d'auto-persuasion. D'auto-persuasion, je cherchais le mot. La méthode Coué. Oui, tout va bien, je vais bien, etc. Et il y croyait vraiment. Il y a une sincérité touchante chez ce type-là. Alors, il y a un avantage peut-être à ce bouquin, c'est qu'il doit faire 150 pages. Ouais, alors 180, je crois. Donc ça, c'est bien pour il écrit toujours auditeurs. Très court, et ça, c'est chouette aussi pour moi. Son précédent, il a souvent des super idées. La vie d'Émile Coué, c'est génial. Le précédent, c'était sur la vie du type, je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo qui avait circulé sur les réseaux sociaux, une vidéo en noir et blanc où on voit un type qui saute de la tour Eiffel avec une forme de parachute mais qui ne fonctionne pas. Et le type s'écrase, la vidéo date de 1912. C'était un type qui avait voulu inventer le parachute et karaté. Et il nous a raconté sa vie. Ouais, c'était une super idée. Et il revient avec la vie d'Émile Coué. Il y a aussi Maud Ventura qui revient. Elle avait tout trusté avec Mon mari. Exactement, édition de l'Iconoclaste. Elle revient avec Célèbre, et c'est très malin. C'est l'histoire de Cléo qui vit dans une famille banale et tout, et dont le rêve est de devenir célèbre, comme beaucoup, et voilà, et je vous raconte pas ce qui se passe, mais c'est toute une réflexion sur la célébrité aujourd'hui et ce délire qu'on a avec la célébrité. Ah, ça nous intéresse, hein. Oui. Ça, c'est un livre intéressant. Édition de Minuit. Ça, c'est très intello, généralement, édition de Minuit. Pas forcément, et Yves Ravet, il revient toujours, regardez, c'est pareil, lui il fait 120 pages, à chaque fois c'est très court, Yves Ravet, mais c'est une ambiance très particulière, une voix très particulière, et là c'est l'histoire d'un type dont la voisine le dragouille un peu,
Il sait pas trop ce qui se passe. Et puis, en fait, il comprend au bout d'un moment, elle lui propose de cambrioler son propre mari et puis de s'enfuir avec elle en prenant tout l'argent de son mari. Et lui, il donne une sorte d'ennui de « Oh, pourquoi pas, t'es sûr, on verra ». C'est ça, Yves Ravet, en fait. Je sais pas comment vous dire mieux. C'est vraiment une atmosphère très particulière. Yves Ravet, aux éditions de Minuit. Et là aussi, c'est un livre de 100 pages. Donc, je le dis pour ceux qui nous écoutent parfois, et ils sont plus tentés d'acheter un livre court. Pourquoi ? Parce qu'un livre, idéalement, il faudrait le lire d'un trait. Oui, mais il y a tout. Quand on lit du Dumas, on peut y rester des mois et c'est super aussi, mais c'est pas écrit de la même façon. Ce qui est terrible, c'est un livre... Quand on s'ennuie et qu'on voit qu'il reste 500 pages... Là, vous arrêtez. Moi, au bout de 20... Moi, maintenant, avant, j'avais scrupule. Maintenant... Aucun scrupule. Si j'aime pas le livre, je m'arrête au bout de 20 pages. Au bout de 20 pages, c'est 20 pages, généralement, votre 25 critère. pages, je pense. Bon, il n'y a pas de raison que ça soit mieux après. Oui, c'est vrai que moi, je suis comme... Moi, je regrette à chaque fois d'abandonner un livre. Mais et parfois, j'abandonne et quelques années plus tard, je le reprends. On a le droit d'arrêter un livre. Est-ce que vous arrivez à jeter des livres ? Jamais. Pas dans une poubelle, non. Là, je les donne dans la rédaction. Il y a un endroit où je pose les livres, où les gens peuvent les prendre. Où je les donne à des amis, où je les mets dans des abribus, où je les mets dans le métro. Des boîtes à livres jamais aussi. je ne jette un livre. Non, bon, écoutez, merci beaucoup Nicolas Caro. Et c'est bien parce que vous venez régulièrement nous voir et ça fait partie des moments que nous apprécions lorsque vous nous donnez ces conseils de lecture.